Le sous-marin Nautilus apparaît pour la première fois dans le roman de science-fiction de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, publié en 1869. Dans le roman, le Nautilus était à la fois un laboratoire sous-marin et un bâtiment militaire, et représentait à l'époque un véritable concentré de technologie extraordinaire. Bonjour à tous. Ce navire imaginaire a produit une impression si forte sur le public qu'aujourd'hui encore, des hôtels, des restaurants, des vaisseaux spatiaux, des supercalculateurs et bien d'autres choses portent le nom de ce sous-marin. Et bien entendu, des sous-marins ont également reçu ce nom. Ils sont peut-être moins célèbres que le Nautilus original du roman, mais leurs aventures étaient elles aussi absolument extraordinaires pour leur époque. Bienvenue sur Perduchan. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de l'un de ces sous-marins, le Nautilus, et de sa périlleuse expédition. Le pôle Nord. Le pôle Nord se trouve sur d'immenses masses de glace flottant à la surface de l'océan Arctique, et pendant très longtemps, il a été considéré comme un endroit inaccessible. À l'origine, les hommes tentaient d'atteindre le pôle Nord afin d'ouvrir des routes maritimes plus pratiques. Mais au début du XXe siècle, cette quête était plutôt devenue une compétition entre des aventuriers courageux et parfaitement entraînés. Lorsque Robert Peary annonça avoir atteint le pôle Nord en 1909, tout le monde pensa que la compétition était définitivement terminée. Aujourd'hui, cependant, de nombreux chercheurs estiment que l'expédition de Peary n'a jamais véritablement atteint le pôle Nord. Tout simplement parce que son récit paraît totalement dépourvu de crédibilité. Quoi qu'il en soit, même après l'expédition de Peary, le pôle Nord continua d'exercer une fascination irrésistible sur les explorateurs. L'un de ces explorateurs était l'Australien George Hubert Wilkins. C'était un voyageur audacieux, mais aussi un pilote, un écrivain, un photographe et un grand rêveur. En 1928, Wilkins et Carl Ben Neilson devinrent les premiers pilotes à réaliser une traversée aérienne de l'Arctique, atteignant leur destination malgré une violente tempête. Après cet exploit, Wilkins fut anobli et la même année, il devient le premier homme au monde à survoler l'Antarctique. Mais en 1929, une idée encore plus extravagante lui vint à l'esprit: atteindre le pôle Nord à bord d'un sous-marin. Wilkins estimait que ce projet était tout à fait réalisable et voulait prouver qu'il était possible de naviguer dans ces eaux glaciales et particulièrement hostiles. Lorsqu'il présenta son idée au riche américain Lincoln Ellsworth, celui-ci fut si impressionné qu'il accepta de financer l'expédition. Le Nautilus. Pour leur voyage vers le pôle Nord, ils choisirent l'USS O-12, un ancien sous-marin américain retiré du service, que le gouvernement des États-Unis leur loua pour seulement $1 par an. Le prix de la location était dérisoire, mais ils dépensèrent $250 000, une somme considérable pour l'époque, afin de transformer le sous-marin. Cet argent servit à réparer les anciens équipements et à installer tout ce qui était nécessaire pour naviguer sous la glace arctique. La proue du sous-marin fut renforcée avec du béton et de l'acier. Comme le Nautilus ne devait pas naviguer dans des eaux ordinaires mais sous la glace, de puissants projecteurs protégés par du verre furent installés à l'avant. Le sous-marin fut également équipé d'une ingénieuse sonde ressemblant à la perche d'un trolleybus. Lorsqu'elle touchait la face inférieure de la glace, elle envoyait un signal au système de réglage des ballasts afin d'empêcher le sous-marin de heurter accidentellement la banquise. Un espace réservé aux opérations de plongée fut aménagé dans la salle des torpilles, tandis qu'un kiosque rétractable équipé d'une foreuse capable de percer jusqu'à 4 mètres de glace fut installé dans la partie supérieure. 3 autres foreuses furent également ajoutées afin de percer des trous jusqu'à 30 mètres de profondeur, destinés à fournir de l'air aux moteurs diesel. Ce sous-marin réunissait ainsi les technologies les plus avancées de son époque. Le projet suscita un immense engouement, et les organisateurs reçurent près de 2000 demandes de participation à l'expédition. Cela n'avait rien d'étonnant. Rares étaient ceux qui auraient laissé passer la chance d'atteindre le pôle Nord à bord du Nautilus. Oui, à bord du véritable Nautilus. Car le sous-marin avait été rebaptisé en l'honneur du célèbre bâtiment imaginé par Jules Verne, et son petit-fils, Jean-Jules Verne, avait même assisté à la cérémonie de baptême. Tout un symbole. Traditionnellement, on brise une bouteille de champagne contre la coque d'un navire, mais cette fois-ci, elle fut remplacée par un seau rempli de glace.
Ce saut symbolisait le voyage à travers les glaces de l'Arctique, tout en respectant les règles de la prohibition alors en vigueur aux États-Unis. Au cours de la cérémonie, Madame Wilkins prononça les paroles suivantes. « Navire, je te donne le nom de Nautilus. Pars vivre une aventure pleine de merveilles. Un trésor sacré repose en ton sein. Préserve ce trésor et ramène-le-moi intact. » Ce trésor désignait les hommes présents à bord, et tout particulièrement George, l'époux de Madame Wilkins. Son souhait était donc parfaitement compréhensible. Le voyage du Nautilus. Les organisateurs savaient que cette expédition ne serait pas facile, mais ils étaient encore loin d'imaginer à quel point le voyage allait être éprouvant. Le 4 juin 1931, le Nautilus quitta la côte est des États-Unis à destination de l'Europe, plus précisément de Bergen, en Norvège. L'expédition accusait déjà 2 mois de retard, mais avant même la fin de la traversée de l'Atlantique, il devint évident que son véritable départ devrait encore être repoussé. Le Nautilus fut pris dans une violente tempête qui provoqua la panne de ses 2 moteurs diesel. L'expédition lança un signal de détresse et fut secourue par le cuirassé Wyoming. Le sous-marin fut remorqué jusqu'en Angleterre, où il dut de nouveau être réparé, cette fois pendant 1 mois entier. Cette escale permit néanmoins au prince de Galles de venir admirer cette étonnante attraction flottante. Le 1er août 1931, le Nautilus arriva enfin en Norvège, où il embarqua le célèbre Harald Sverdrup, conseiller scientifique de l'expédition, avant de mettre le cap sur l'île de Spitsberg. C'est là que commença la véritable traversée de ces eaux impitoyables, glaciales et dangereuses. Les membres de l'expédition effectuèrent des observations météorologiques et océanographiques, prélevèrent des échantillons de plancton d'eau, tout en devant continuellement faire face à de nouveaux problèmes. La coque prenait l'eau, et les moteurs diesel tombèrent une nouvelle fois en panne, obligeant l'équipage à effectuer des réparations dans le port de Longyearbyen. Le Nautilus reprit la mer le 18 août, mais dès le 19 août, il rencontra une épaisse banquise dérivante, et l'équipage commença à préparer la plongée. Pour Wilkins, ce fut un moment de tension extrême. Après tout, il avait mis sa réputation en jeu afin de prouver qu'il était possible de naviguer sous la glace. Tout était prêt pour la plongée lorsque le capitaine Denauer constata soudainement que les barres de plongée avaient disparu. Elles avaient probablement été arrachées par la glace, mais Wilkins était convaincu qu'il s'agissait d'un acte de sabotage. Quoi qu'il en soit, sans barres de plongée, le sous-marin ne pouvait plus manœuvrer normalement sous l'eau. N'importe qui d'autre aurait probablement ordonné la retraite, mais Wilkins n'était pas de ceux-là. Sur son ordre, des ballasts furent placés à l'avant du sous-marin, inclinant sa proue de 15 degrés et lui permettant de se glisser sous la banquise. Ce fut le véritable succès de l'expédition, et cet endroit constitua le point le plus septentrional jamais atteint par le sous-marin. Il était désormais impossible de poursuivre le voyage jusqu'au pôle Nord. Le Nautilus rentra donc au Spitsberg. Le sous-marin était gravement endommagé, présentait 2 voies d'eau et penché sur le côté avec une inclinaison de 30 degrés. Les dispositifs de forage avaient été détruits, tandis que le mât radio, le périscope et les hélices étaient endommagés. Conformément au contrat de location, le sous-marin fut remorqué jusqu'à une zone de grande profondeur, puis coulé. Ainsi s'acheva l'histoire de ce Nautilus, mais notre récit, lui, n'est pas encore terminé. Le nouveau voyage du Nautilus. Le 30 septembre 1954, un autre Nautilus entra en service. Lancé le 21 janvier de la même année, il était le tout premier sous-marin nucléaire au monde. Grâce à sa propulsion nucléaire, ce sous-marin pouvait rester immergé bien plus longtemps que les sous-marins traditionnels équipés de moteurs diesel, ce qui lui permit d'établir de nombreux records dès ses premières années de service. Et bien entendu, l'un de ses exploits fut d'accomplir avec succès un voyage jusqu'au pôle Nord. Le Nautilus atteignit enfin l'extrémité septentrionale de la Terre. Mais tout ne se déroula pas aussi facilement que prévu. La première tentative eut lieu en 1957, lorsqu'un sous-marin commandé par William Anderson partit en direction de son objectif. Dans cette région, les instruments ne fonctionnaient pas de la même manière que dans le reste du monde. Comme le pôle magnétique ne correspond pas au pôle géographique, le compas magnétique devient inutilisable. Même le gyrocompass ne fonctionne pas correctement. Alors qu'il se trouvait sous la glace, le capitaine Anderson décida de faire surface par une ouverture dans la banquise.
Mais il s'avéra que l'instrument de mesure de l'épaisseur de la glace avait lui aussi mal fonctionné. Le 2 septembre, le sous-marin endommagea son périscope et son kiosque en tentant de remonter à la surface. Le capitaine tenta alors sa chance en faisant demi-tour et réussit tant bien que mal à ramener le Nautilus à son point de départ. 1 an plus tard, le sous-marin se lança dans une nouvelle tentative. Mais cette fois, son équipage était prêt à affronter les difficultés qui l'attendaient. Avant le départ, Anderson et le docteur Walt de Lyon, du laboratoire arctique de la marine américaine, avaient secrètement survolé le détroit de Bering à bord d'un avion avec de faux papiers, afin d'identifier les zones où la glace était si épaisse que le sous-marin ne devait absolument pas s'y aventurer. Ces préparatifs portèrent leurs fruits, et, même si le voyage ne fut pas exempt de difficultés, le Nautilus atteignit finalement le pôle Nord géographique le 3 août 1958. Le rêve du passionné d'exploration George Wilkins venait ainsi de se réaliser, et il eut la chance d'apprendre de son vivant qu'un sous-marin avait réussi à atteindre le pôle Nord. Sir Wilkins mourut quelques mois plus tard, le 30 novembre 1958. Mais le 17 mars 1959, un autre sous-marin américain, le Skate, atteignit à son tour le pôle Nord et devient le premier du monde à y faire surface. Après avoir hissé le drapeau américain, les membres de l'équipage rendirent hommage à George Wilkins en dispersant ses cendres. Cet endroit, qu'il avait désespérément cherché à atteindre, devint ainsi son dernier lieu de repos. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, pensez à laisser un pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci infiniment pour votre soutien. À très bientôt. Au revoir.